Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti! That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors tout d'abord, on va commencer par un petit mot de remerciement car on est au 50e épisode de notre podcast. Donc merci déjà à tous nos speakers qui sont passés. Il y en a quand même pas mal qui ont défilé. Donc merci à vous tous. Et surtout, on remercie nos auditeurs pour cette belle aventure. On va le rappeler quand même, mais en fait, c'est quelque chose qui a commencé parce qu'on était un jour dans la cuisine d'Axe Open, qu'il y avait une discussion tech et que Philippe a dit ce serait cool qu'on mette un micro et qu'on s'enregistre et qu'on le diffuse, quoi. Donc voilà, et bim, et on est passé à un podcast, puis à 2, puis à 50 aujourd'hui. Donc voilà, ça ne nous rajeunit pas. Alors pour cette 50e édition, on se réunit aujourd'hui pour parler d'une de nos activités favorites chez Axe Open, ce sont les audits de code. Alors l'idée de ce podcast, c'est de vous partager nos convictions et nos expériences sur le sujet, et aussi de vous partager nos bonnes pratiques. Alors pour ça, on a autour de la table aujourd'hui, comme d'habitude, Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour. Thomas. Salut. Nathan. Salut. Et Théo. Hello. Alors pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va poser les bases. Un audit de code, qu'est-ce que c'est? Thomas? Alors, un audit de code, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'audits, mais un audit de code, c'est ce qui va nous permettre d'évaluer la qualité générale d'un code sur plusieurs critères qu'on définit nous. Et donc, ça permet au client d'avoir une idée globale de l'état de son application en fonction de ses besoins, puisque les audits n'ont pas forcément les mêmes buts à chaque fois. Et donc, en fonction des critères de départ et du périmètre, on va regarder tout un tas de critères et faire notre évaluation de tout ça. Alors, tu disais en préambule, effectivement, nous, on va se focus aujourd'hui sur l'audit de code, mais donc il y a différents types d'audits qui existent. Il y a lesquels? Alors, nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est des audits de code et des audits de performance. Les audits de performance, c'est les audits qui vont chercher à comprendre jusqu'où peut aller l'application en termes de charge. Donc, si on a une application qu'on veut savoir combien d'utilisateurs peuvent arriver dessus sans que l'application tombe, c'est avec des audits de performance qu'on va pouvoir le déterminer. Et les audits de code, donc c'est ce que j'ai expliqué avant, donc c'est ce qui concerne la qualité du code de l'application. Et donc là, on va pas chercher à savoir combien d'utilisateurs peuvent arriver dessus. On va chercher à savoir si l'application est bien codée et si y a des choses à corriger ou pas. Okay. Et après, il y a aussi les audits de sécurité, que nous, on ne fait pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout expert, mais il y a aussi ce type d'audit qui est fait pour avoir l'ensemble de sécurité qui sont mises en place sur une application, si on peut y pénétrer ou quoi que ce soit. Donc, c'est des domaines totalement différents. Mais nous, de Axe Open, on ne fait pas du tout d'audit de sécurité, pour l'instant en tout cas. Concrètement, du coup, ça sert à quoi de faire auditer son code et dans quel but est-ce qu'on le fait? Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut faire appel à nous pour un audit de code. Ça peut être dans le cadre du démarrage d'une application, si l'entreprise a choisi de partir sur une techno un peu récente et qu'elle n'avait pas forcément les compétences ou que les développeurs découvrent la techno, ça peut être intéressant de faire un audit dans ce cas-là pour savoir s'ils partent dans la bonne direction et s'ils ne tombent pas dans les bâches. Et du coup, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça peut être si la personne identifie des problèmes de performance, par exemple, qu'il y a des écrans qui mettent super longtemps à charger, ce genre de choses. Là aussi, on peut faire appel à nous pour faire un audit, pour identifier concrètement au niveau du code qu'est-ce qui se passe qui pourrait justifier des temps de chargement très longs. Et aussi, on a un autre cas qui est dans le cas d'une migration d'application. Donc, ils ont une application dans une techno qui est souvent un peu vieille. Ils voudraient la passer dans une techno plus récente. Et du coup, l'audit, ça permet déjà de savoir l'état des choses au niveau de l'ancienne application pour pouvoir identifier les problématiques déjà présentes et éviter de les reproduire sur la future application. Et puis aussi, savoir qu'est-ce qui serait pertinent de faire dans la future application, si tous les modules sont utiles, si on peut garder la même techno, par exemple, si on était dans un Java ancien, est-ce qu'on peut garder un framework Java pour continuer, ou est-ce que c'est pertinent de passer à une autre techno? Ça peut être un des buts de cet audit.
Ok, donc il y a pas mal finalement de problématiques qui peuvent être tirées. L'idée, c'est d'avoir un état des lieux et des recommandations du coup derrière par rapport à cette problématique, quoi. Ouais. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, dans le côté un petit peu plus pratique, Philippe, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit point historique Nous vivons tous un moment historique. pour nous dire un peu comment est-ce qu'on faisait finalement avant pour auditer son code et justement est-ce que l'approche, elle a évolué. Alors, je dirais que des audits de code, ça a toujours existé. Alors, on a toujours eu dans le passé des gens qui allaient regarder la qualité de code là-dessus. Néanmoins, ça s'est un peu perdu aux alentours, je dirais, des années 2000, parce qu'on a voulu aller de plus en plus vite en développement de code et finalement, on s'intéressait assez peu à la qualité de code. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. L'idée, c'était de sortir des applications rapides et du coup, cette philosophie qui était d'améliorer le code, d'avoir un code propre, maintenable, qui soit capable d'être périn dans le temps, c'était pas une des priorités. C'était clairement pas une des priorités. Et ça revient depuis, depuis je sais pas, peut-être 5-6 ans, où on commence à avoir des clients qui se recommencent à se poser la question de qu'est-ce que j'achète en termes de prestations informatiques. Est-ce que le code qui est livré, il est à l'état de l'art et il est bien? Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que sortir des gigatonnes de code qu'on devait réécrire tous les 5 ans parce qu'il était mal écrit, ça posait problème. Donc je trouve qu'il y a une vraie nouveauté de démarche de qualité, donc vraiment orientée qualité, qui a souvent fait défaut dans nos métiers, qui vraiment est une vague de fond et qui nous pousse de plus en plus à faire de la qualité et du coup, pour valider cette qualité, d'avoir cette notion d'audit. Mais cette notion d'audit, finalement, en tout cas la manière dont on l'a définie nous en interne et la manière dont elle est définie chez près de clients, c'est presque une notion assez récente. Et en tout cas, ce qu'on regarde dans le code, ça a fortement évolué que ce qu'on regardait par rapport au passé. Pourquoi? Très simplement, c'est que historiquement, il y avait très peu de techno sur les. Enfin, on avait un langage de programmation et du coup, on auditait. Globalement, on utilisait bien le langage de programmation, mais c'était assez simple puisqu'on n'avait qu'un seul langage. Maintenant, une application, il y a une architecture plus ou moins compliquée avec des tonnes et des tonnes de technologies qui ont toutes des imbrications avec les autres. Et surtout, les développeurs maîtrisent de moins en moins les technologies puisqu'il y en a de plus en plus. Et on a de plus en plus de problèmes de qualité de code qui apparaissent, qui n'était pas forcément toujours le cas avant. Puis après, je pense que tu as peut-être les problématiques de maintenance aussi, qui, au début, c'était les premières applications, donc il n'y avait pas forcément C'est ça, de c'est-à-dire que sujet. quand le web est arrivé, on a fait des tonnes d'applications web et en fait c'était cool et on allait vite et on avait les l'impression premiers jets. d'être hyper fort par rapport à ce qu'on faisait en AS400 ou dans des vieux systèmes qui eux avaient l'habitude d'être beaucoup plus lents en termes de développement mais du coup de prendre plus de temps à vérifier ça. L'essor du web a fait qu'on allait très très vite et le but c'était de sortir des applications le plus vite possible et on en avait quelque part un peu rien à faire de cette problématique de maintenance comme tu dis. Et puis petit à petit les décideurs se sont rendus compte, comme on le répète souvent sur ce podcast, c'est que la maintenance, ça coûte beaucoup plus cher que le développement initial et que d'avoir des applications qu'on est obligé de jeter tous les 5 ans parce qu'en fait, il y a une dette technique énorme et qu'en fait, plus aucun développeur n'a envie de travailler dessus, c'est très problématique. Et dans ce cadre-là, on a commencé à vraiment tous le métier de se dire, bon, maintenant, il faut qu'on code un peu à des standards un peu plus élevés. Et c'est une problématique qui trouve de plus en plus d'écho chez nos clients. Concrètement, donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour faire un audit? C'est quoi les grandes étapes de la réalisation? Alors, je vais le prendre, Thomas, si tu veux, au moins sur les grandes étapes. Dans l'audit, il y a plein de manières de faire. Globalement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire de l'automatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent qu'ils produisent des indicateurs de qualité de code. Et pour produire des indicateurs de qualité de code, ils utilisent des logiciels automatiques qui analysent votre code et qui sortent des indicateurs, des métriques plus ou moins qualifiés. Le défaut de ça, c'est que c'est jamais regardé par vraiment un humain. Et en fait, on peut respecter des règles de qualité de code qui sont complètement débiles, mais qui font sortir des bons indicateurs. Et souvent, dans toutes ces plateformes d'analyse de code automatique, il y a plein d'indicateurs qui sortent, et en fait, on se conforme à se conformer à ces règles-là. Il n'y a pas forcément de valeur. Alors souvent, ces plateformes peuvent apporter de la valeur, mais pour nous, en tout cas, on considère que c'est pas tout. Parce que c'est quoi? C'est des règles finalement universelles sur ces plateformes ou c'est tu des les règles qui se configures? veulent universelles, Ok. mais c'est grosso modo des règles, je vous dis n'importe quoi, c'est que le code soit bien indenté, que la ligne elle dépasse pas 80 caractères, qu'il y ait des commentaires sur à peu près toutes les lignes, que les variables soient nommées de manière à peu près cohérente partout dans le code. Ça, je dirais que c'est un premier niveau de qualité de code, mais pour moi, et je pense que autour de la table on sera peut-être pas toujours d'accord, mais c'est pas le plus important d'un code de qualité. Et je trouve qu'on s'est beaucoup focusé ces dernières années sur des outils de test automatisés parce qu'on a envie de produire rapidement des métriques et tout ça, et que c'est pas forcément la meilleure approche. Donc il y a ce premier étage de la fusée, si je puis dire, qui est l'automatisation de tests, donc là qui peuvent être faits de manière régulière sur le code, et là on renverra à tout ce qu'on fait autour de la pipeline CI/CD qui valide de manière automatisée le code.
Et après, il y a l'autre audit de code qui est fait, qui est le code artisanal, l'audit de code artisanal qui est fait par des vrais humains qui, là, regardent du code et se disent est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça ? Parce qu'effectivement, ça peut respecter toutes les règles de bonne pratique en termes de nommage et tout ça, mais des fois, le code, il est juste débile, quoi. Il est débile, il possède des failles de sécurité, il n'a pas de sens, il aurait pu être fait beaucoup plus de manière efficace, l'architecture, elle n'est pas vraiment respectée. Enfin, il y a plein de problèmes qu'un humain peut trouver, un humain peut expérimenter, qu'un ordinateur, même utiliser toutes les machine learning du monde, je veux dire, il n'est pas capable de challenger facilement un code. Donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée. C'est vraiment, nous, ce qu'on préfère faire, hein, c'est l'audit de code manuel, qui vient en complément de l'audit de code automatique, mais qui vient vraiment apporter de l'intelligence dans l'audit et des recommandations. Bah, c'est ce qui te permet aussi, je pense, oui, d'avoir des vraies recommandations. Et puis après, comme tu dis, je pense un outil ne peut pas comprendre le contexte aussi de l'application dans laquelle il est fait. Non, et puis un outil, même avec tout l'IA, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est la grosse mode de dire que l'IA va soit coder à notre place, soit auditer le code à notre place, mais l'IA, il ne se pose pas la question de la pertinence des choses par rapport à comment on appelle ça, à la fonctionnalité en général. Donc l'IA, il va vous dire bah, j'aurais peut-être pu coder ça mieux, mais en fait, il ne va jamais se poser la question que ça reste complètement débile de ramener 3 mégas de données pour afficher un nom de client à la sortie, quoi. Et ça l'IA et l'informatique ne le fera jamais. Un humain a cette capacité-là de mettre ce pas de côté et de se dire mais franchement, c'est débile. Mais donc, aujourd'hui, vous reposez quand même sur des outils où l'idée, c'est de combiner vraiment l'audit automatisé et l'audit manuel, ou finalement, vous faites que du manuel maintenant ? Non, alors on travaille souvent avec tous les personnes autour de cette table pour faire des audits. On utilise toujours les audits automatisés. Pourquoi ? Parce que ça permet de relever des trucs vraiment basiques de base. Je sais pas, j'allais dire des streams qui sont pas fermés ou ce genre de choses. Ça va beaucoup plus vite parce que la machine est capable d'analyser des gros volumes de code très facilement et on les utilise. Mais c'est qu'une petite partie de l'audit de code où là, nous, on va vraiment challenger tout ce qui se fait à l'intérieur du code, prendre des pages, lire. C'est fastidieux, c'est pénible, mais c'est là où on apporte le plus de valeur. Et surtout, avec l'humain, quand il lit du code et qu'il est capable de le comprendre, il est surtout capable de prioriser ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent. Je veux dire, un audit automatisé, il va vous dire 80% des lignes de votre code font plus de 80 caractères, il va vous mettre ça en rouge en disant c'est primordial. En vrai, cette barre des 80, elle est arbitraire. On a décidé que c'était 80 depuis des années, mais c'est arbitraire et ça n'a pas de valeur. Et même si vous passiez des jours à corriger ça, la valeur que vous allez apporter au logiciel, elle n'est pas folle. Donc je pense que ce travail d'humain est plus important. Je ne sais pas Thomas si tu partages avec ça, mais me semble bien plus important que ce que peut faire un audit automatisé. Oui, généralement, les plus grosses améliorations qu'on trouve, c'est sur les audits manuels, c'est pas sur les analyses automatiques. Parce que typiquement, si on parle des performances, la problématique, généralement, elle se fait au niveau des accès en base. Et pouvoir déterminer avec un outil automatique qu'une requête n'est pas optimisée, c'est quasiment impossible, en fait. Non. Il faut le regarder à la main et se dire que là, on n'a aucune raison de faire cette requête de cette façon-là. Et c'est là que c'est plus pertinent. Moi, je vais prendre un parallèle, si tu le veux bien, pour bien fixer les idées. C'est un petit peu comme quand vous écrivez un livre. Vous pourriez faire un logiciel de correcteur orthographique qui vous corrigera toutes les fautes d'orthographe de votre texte, mais à la fin, le texte, il est peut-être complètement nul, quoi. Parce que en fait, c'est pas parce que vous avez aucune faute d'orthographe que vous avez écrit un roman de qualité. Et il n'y a qu'un humain qui fait de la relecture de texte qui va vous dire c'est lourd ces tournures de phrases, franchement... Non mais c'est ça en fait, c'est ça. Et du coup, essayer de se baser vraiment sur la technologie en disant que la technologie va faire le travail de l'humain, sur ce type d'approche-là, c'est contre-productif. Et puis les outils de code comme ça automatisés, il y a un truc qu'ils ne peuvent pas quantifier et dont ils passent totalement à côté, c'est la clarté du code. Une machine ne peut pas se rendre compte si le code est lisible et clair pour un humain dans son ensemble. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus primordiales d'avoir un code optimisé, certes, mais surtout lisible pour l'homme, et que ce soit clair si quelqu'un arrive dans le projet, qu'il n'a jamais vu le projet, qu'il puisse rapidement comprendre le code. Et ça, une machine, elle pourra, je pense, jamais le faire, puisqu'en fait, il faut que ce soit clair et il faut que ce soit human readable, en fait, et pas pour la machine. Après, pour les tests automatisés, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment un aspect sur toute l'application d'un coup. Et j'aime bien commencer par ça, parce qu'on voit différents retours qui peuvent être faits, qui soient plus ou moins pertinents, et ça fait un premier jet dans le code. On se lance dedans et on regarde un peu de manière aléatoire toutes les classes ou les différents endroits présents dans le code.
Et ça donne un point d'entrée plutôt que de se lancer une application dont on ne sait pas du tout où on va aller. On peut voir aussi un peu l'architecture, les différentes classes, tout ça. Je trouve ça assez pratique. Même si les retours ne sont pas toujours pertinents, ça laisse un point d'entrée quand même pour commencer l'audit. Ouais, parce que justement, ça allait être ma question, Nathan, tu m'as squeezé. Mais comment est-ce que vous faites concrètement, en fait, effectivement, pour rentrer dans le code? Est-ce qu'il y a une démarche? Est-ce que vous faites tout le temps pareil? Comment vous y prenez finalement? Alors, Peut-être chacun a sa démarche ouais, aussi. je pense chacun a sa démarche là-dessus. Moi, j'ai tendance à essayer d'identifier avec le client quelle est la fonctionnalité de l'application la plus importante, et après de descendre cette fonctionnalité de l'écran jusqu'à la base de données, dans les deux sens, et vraiment d'analyser cette fonctionnalité du bout en bout. Généralement, dans les applications, globalement, elles sont codées de manière uniforme. C'est pas toujours le cas, mais c'est-à-dire que quand vous avez une fonctionnalité, toutes les autres fonctionnalités, elles ont été développées à peu près pareil. Ce qui fait que tous les retours que vous allez faire sur une fonctionnalité, généralement, vous pouvez les étendre facilement au reste du code. Donc moi, j'ai plutôt tendance à me focuser sur la fonctionnalité principale, de descendre toute la chaîne de haut en bas, et après d'étendre au reste du code. Je sais pas, toi, Thomas, quelle est ton approche, mais... Moi, ça dépend du but de l'audit, parce que si c'est pour faire une passation de connaissances ou pour des problèmes de performance, je vais pas forcément regarder les mêmes choses au départ. Par exemple, pour de la passation de connaissances, je vais déjà commencer par regarder l'architecture globale de l'application, sans forcément rentrer dans le détail du code, mais voir si un framework est utilisé, comment c'est découpé, déjà avoir une première idée de la lisibilité juste comme ça. Et après, pour tout ce qui est performance, c'est plutôt ce que disait Philippe, demander déjà en premier au client où est-ce qu'il constate effectivement des problèmes de performance, pour pouvoir identifier plutôt les points où il faut regarder plus en détail dans le code, pour voir, parce qu'en général, quand il y a un problème à un endroit, c'est pas le seul, et ça donne une idée générale de la problématique. Je trouve qu'on se fait assez vite un avis, je sais pas si tu partages, mais du niveau du développeur ou des développeurs qui ont fait. C'est-à-dire que Oui. en deux, trois classes, et puis... classes, tu te dis, on est sur une équipe peu expérimentée, ou on est sur, au contraire, des fois, tu te dis, c'est hyper expérimenté, mais la classe d'à côté, c'est n'importe quoi, donc tu te dis, dans mon avis, il y a une équipe hétérogène, et ça... Voilà, donc on se fait vite un avis sur le truc, quoi. Et récemment, on a rajouté une catégorie dans les audits qu'on fait, qui me paraît pertinente, c'est alors c'est très subjectif, mais c'est la capacité qu'on a eue à rentrer dans le code facilement. Et ça revient un petit peu au point d'Arthur tout à l'heure, c'est que on peut mettre toutes les métriques du monde. En fait, il y a un moment où quand on rentre dans le code, si nous qui sommes expérimentés, qui avons l'habitude de lire des pages et des pages de code, on met une journée à se dire, oh là là, je vais réussir à rentrer dans le code, c'est qu'on a un problème. Ouais, parce que ça veut dire que quand tu vas faire monter voilà. en puissance des nouveaux, C'est en un tout peu cas chemin. jeunes sur le projet, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Ouais. Et je précise juste que quand on dit rentrer dans le code, c'est pas comprendre le métier, parce que dans les buts de l'audit, on l'a pas précisé, mais on va pas chercher à essayer de comprendre parfaitement le métier des personnes qui ont créé l'application, parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Des fois, il faut plusieurs mois pour arriver à connaître les fonctionnalités métiers. Là, on parle vraiment du code, comprendre comment ça a été codé, juste. Comment ça fonctionne, ouais. Et est-ce qu'il y a des problèmes que vous relevez qui sont récurrents dans les différents... Parce que c'est vrai que des audits, vous en avez fait pas mal. Et est-ce que c'est souvent, je sais pas, les requêtes SQL pas optimisées, par exemple, ou est-ce qu'il y a des choses qui reviennent vraiment de manière régulière? Alors, moi, je pense qu'il y a des grandes catégories de problèmes qui sont à peu près toujours les mêmes, quoi. On a tout ce qui tourne autour, on est justement avec Nathan sur une mission actuellement, mais tout ce qui tourne autour de la fuite mémoire, c'est toujours les mêmes erreurs, et c'est pas toujours les mêmes causes, mais c'est toujours, on sait où chercher. Donc ça c'est le premier point. Après, les problèmes de performance, c'est très souvent dans les accès à la base de données que ça se passe, tout ça. Donc on sait, à l'expérience, et plus on a d'expérience, plus on a ce flair de se dire, je vais aller chercher au bon endroit, quoi. Voilà. Après, je sais pas, oui, qu'est-ce qu'on note Sur les bases de données, on a rarement des index, ouais. ce qui améliore quand même pas mal les performances, on le retrouve pas souvent. Après, Mais c'est souvent des basiques. Hein. Enfin, oui, mais c'est des choses qui sont pas forcément dures à corriger, mais que les développeurs pensent pas toujours à faire, et du coup, des fois, avec pas grand-chose, on arrive quand même à corriger pas mal de problèmes. Un audit, ça vous prend en moyenne combien de temps à réaliser? Est-ce que c'est finalement assez variable en fonction des objectifs que vous avez à atteindre, sachant que vous regardez pas du coup de l'entièreté aussi du code de l'application, de ce que j'ai compris, pas faire toutes les lignes. Non, alors en fait, globalement, il faut compter une dizaine de jours d'humains qui travaillent derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà, il y a une bonne partie où il faut avoir accès au code, essayer de le comprendre, pouvoir le compiler, tout ça, ça sera un petit bout de temps. Et après, il y a vraiment de l'analyse humaine qui est très longue, parce que dérouler des lignes de code,
Pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est assez fastidieux de rentrer dans un code qui n'a pas été écrit par soi-même. Généralement, dans une techno qui n'est pas dans la bonne version ou dans une vieille version, il faut se remettre dans le contexte du projet. Donc ça prend du temps. Et puis après, il y a vraiment tout ce qui est l'écriture du rapport, où là, on va lister tout ce qu'on a vu en bien ou pas bien dans le rapport. Et qu'on va après prioriser pour dire voilà, si j'étais responsable de l'application, c'est toujours dans cette posture qu'on se met, qu'est-ce que je ferais pour améliorer l'application, quels sont les actions prioritaires que je vais mettre en place sur mon application. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette matrice de décision pour dire ok, bah voilà tout ce qu'on a vu, mais nous, on mettrait le focus là-dessus. Si on devait... Tu viens de le dire, Philippe, mais c'est vrai qu'on l'a pas encore précisé, mais un audit de code, on appuie aussi sur les choses qui seront bien faites, et on n'hésite pas à le dire, on regarde pas que ce qui est mal. Un rapport d'audit de code, ça va pas être que saquer les développeurs pendant 20 pages. On aime bien aussi montrer ce qui est bien fait, et un peu encourager les développeurs qui sont derrière pour leur dire, bah ça c'est bien fait, il faut plus aller dans cette direction. Donc on regarde vraiment ce qui est bien, autant que ce qui est pas bien. Et voilà, c'est pas 20 pages à détruire l'application parce que c'est nul. Il y a vraiment toute la partie bien, la partie pas bien. Ouais, puis je pense là tu pointes un truc intéressant et c'est vraiment le cas. Et nous on le redit à chaque fois, c'est que les applications elles ont vécu. Généralement quand elles tombent dans nos mains, nous en audit, elles ont vécu. Il y a eu plusieurs équipes de développement, il y a eu plusieurs années qui sont passées, plusieurs montées de versions, plusieurs chefs de projet. Et du coup, le code il reflète un peu ça. Il y avait des contraintes à l'époque de budget, de machin. Et il y a des raccourcis qui ont été pris. À un moment, ils n'avaient pas de budget, ils ont mis 3 stagiaires dessus. Bah, on va le ressentir, quoi. Mais du coup, l'idée, c'est pas dans une démarche sanction, mais tu dis vraiment dans une démarche de on va pointer tout ce qui était pas mal et tout ce qui peut être amélioré. Mais en tout cas, même nous, en tant que développeurs, et si on fait le travail d'audit interne comme on le fait avec Axopen, on a plein de codes en interne qu'on bâche aussi, si je puis dire, parce qu'il y a des trucs à améliorer. Et justement, comment est-ce qu'on s'y prend du coup en tant que client? En fait, c'est toi à la fin du rapport qui les aide à classifier et à dire bon bah moi je vous recommande plutôt de faire telle ou telle optimisation en premier parce que c'est critical et tu leur fais un plan sur finalement comment est-ce qu'il faut qu'ils déroulent derrière. Oui, la sortie effectivement c'est ce qu'on appelle une matrice bénéfice-risque. Donc on leur donne les bénéfices qu'ils peuvent avoir et la priorité et l'effort estimé qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que il y a des fois, il y a des choses qui sont très structurantes à faire et qui peuvent prendre très peu de temps à faire. Et auquel cas, il faut les faire, c'est dans les quick wins. Ou au contraire, il y a des fois, il faudrait les faire, mais je vous dis n'importe quoi, mais si les 3/4 des requêtes de la base de données sont mal écrites, il va falloir le corriger, mais ça va être très pénalisant et du coup, ça va être un peu compliqué. Donc, on essaie vraiment de prioriser conjointement avec le client ce qui est pertinent ou pas de faire et dans quel ordre il faudrait le faire. Et vos clients, à l'heure actuelle, ils viennent plutôt du coup... vous demandez des audits de code quand ils ont un problème finalement? Est-ce que c'est déjà trop tard entre guillemets ou est-ce qu'aujourd'hui il y en a peut-être qui font de la prévention, on va dire? Alors, il y a peu de cas de prévention. Honnêtement, on est plutôt dans un décideur qui dit j'ai mal, mon application me plante, j'ai pas confiance dans mon équipe de développement. Auquel cas, apportez-moi un regard externe. Et les seuls cas où on a un peu de préventif, c'est des clients qui ont confié le développement d'une application à une boîte de Presta et qui récupèrent le code en interne et qui se disent est-ce que le code il est récupérable, il est maintenable. C'est surtout ça là-dessus. Mais du vrai préventif, on l'a de temps en temps quand ils ont des nouvelles équipes qui veulent s'assurer que les équipes travaillent correctement. Mais c'est assez rare. Malheureusement, c'est pas une démarche qui est encore généralisée de manière préventive. Et parce que je sais qu'en interne, donc chez Axopen, on fait pas mal d'audits justement de code sur les applis qu'on sort. Pour le coup, vous recommandez quoi en termes de timing? Est-ce qu'il faut faire, je sais pas, des audits, avant chaque mise en prod? Est-ce que c'est genre tous les 3 mois? Est-ce que finalement il y a une règle sur quand est-ce qu'il faut regarder le code? Alors, je sais pas s'il y a des règles parce que ça dépend toujours du contexte projet, du budget qu'on a sur le projet et compagnie. Le premier niveau, c'est de faire en sorte que les développeurs sur le projet, ils relisent leur code entre eux. Donc c'est pour ça que normalement, ils sont censés le faire au niveau des merge requests et de tout ce qui tourne autour du Git flow. Il y a quand même cette première étape de validation. Mais ça, c'est pas suffisant parce que des fois, les projets sont pressés, ils sont urgents, ils doivent mettre en prod. Donc du coup, on bypass un certain niveau de ça. Donc il faut, je pense, de temps en temps, lever le crayon. Et je pense que, comme tu dis, les grosses mises en prod, les grosses mises à jour, les grosses livraisons, c'est le moment de solliciter. Nous, on a un pôle génie logiciel en interne où là, on va faire un audit un peu plus quali, un peu plus grand pour voir ce qui se passe. Parce qu'il faut être conscient que prendre 10 jours pour aller faire un audit, c'est coûteux, quoi. Donc c'est du temps homme. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas le déclencher tout le temps à tort et à travers, il faut le déclencher au bon moment. Mais plus on le fait en amont, plus on le fait de manière continue sur le projet, plus
plus vous formez les développeurs, et l'audit sert souvent à ça, hein, Arthur, tu le disais, à former les développeurs à ne pas refaire les erreurs, plus vous augmentez la qualité de votre code intrinsèquement. Après, en général, surtout, je pense, sur des projets, quand on code une fonctionnalité, on se base beaucoup sur le reste de l'application, de ce qui a déjà été fait. Et que si on fait un audit très tôt dans l'application et qu'on met en place les bonnes pratiques très tôt, il y a de grandes chances que le reste du code qui va être construit les suive également. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le début du projet, c'est hyper sensible. Il faut vraiment coucouner le projet, et après, il peut vivre un peu mieux sa vie, quoi. C'est vrai, si tu as les bonnes pratiques dès le démarrage, après, c'est plus simple quoi, que si on a attendu 2 ans de dev et qu'en fait, il faut tout casser. S'il y a des nouvelles personnes qui arrivent au milieu du projet ou au début du projet, elles vont forcément se baser sur ce qui existe déjà à côté. Elles vont recopier un peu les classes, au moins faire pour la structure. Et c'est vrai que si de base, tes classes, elles sont nickel, et ben, tu auras sûrement moins de problèmes par la suite. Est-ce que, je vais faire appel un petit peu à vos souvenirs pour clore ce sujet, est-ce que vous vous souvenez de votre premier audit, Nathan? Moi, je crois que c'était un premier audit en interne à AxOpen. C'était sur une application interne pour faire un retour. Mais c'était plus vérifier le travail qui avait été fait et on va dire plus aussi sur un aspect de formation. C'était des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience et de pouvoir monter principalement les bonnes pratiques et quels étaient les points importants à cibler lorsqu'ils faisaient leur travail. Et ça t'a laissé un bon souvenir? Oui, c'était sympa. J'aime bien aussi l'aspect entre guillemets pédagogique derrière l'audit, de en même temps savoir expliquer ce qui allait pas, ce qui pouvait aller bien. J'ai bien aimé. Ouais. Thomas, ton premier audit? Alors moi, le premier vrai audit, donc au sens vraiment audit avec rapport tout ça, c'était sur une grosse application React.NET de mémoire. La problématique, c'était des retours utilisateurs négatifs et quelques problèmes de régression sur l'application. Donc, c'est regarder tout le code, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut causer ces problèmes, qu'est-ce qui a été mis en place pour les éviter, et puis faire tous les retours là-dessus. Donc, c'était plutôt une bonne première expérience parce que c'était très formateur. Puis c'est vrai que c'était une appli assez complète, donc ça permet d'avoir toutes les stacks à vérifier et puis de déterminer des points d'amélioration sur chaque stack, ce qui n'est pas toujours le cas dans un audit, parce qu'on n'a pas forcément tout le périmètre. Donc finalement, tu as commencé par quelque chose qui est assez mastoc, quoi. Oui. Moi, ça t'a mis dans le bain. Arthur, toi, ton premier audit? Moi, il me semble que c'était après en fait un audit de performance qu'on avait fait avec Philippe et où on avait réussi à découvrir le poteau rose, si j'ose dire. Et après, donc, des fois, après les audits de perf, les clients enchaînent par un audit de code pour s'assurer que le point était vraiment, si on l'a résolu, pour voir s'il était uniquement à cet endroit-là et pour s'assurer ensuite que l'application, tout fonctionne bien, les perfs et le code, que tout aille bien ensemble. Donc c'était vraiment dans ce contexte-là, perf, code. Ce qui est intéressant aussi parce qu'on se rend compte un petit peu d'où viennent peut-être les problèmes de perf, parce qu'en général, quand on fait un audit de perf, type il y a un problème, il faut qu'on trouve la solution, on n'a pas le code, on le fait vraiment en théorisant. Et du coup, quand une fois tu as le code, tu peux te dire « Ah, mais c'est pour ça ». Et du coup, c'est assez intéressant de le faire dans ce sens-là, je trouve. Ok. Je vais poser la question. Philippe, Ouais, on demande à Philippe si ça va remonter un peu plus longtemps, mais... En Pascal ou En vrai, je m'en souviens pas. C'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je m'en souviens pas de mon premier audit. Le seul truc que je peux dire, c'est que depuis tous les audits qu'on a fait, on s'est quand même vachement structuré. Maintenant, on a balisé, je sais pas, 80-90 points de contrôle où on sait qu'on passe par là et on sait ce qu'on va regarder. Mais moi, ce que je voudrais dire sur l'audit, c'est un des moments de ma vie où j'apprends le plus. Parce que quand vous êtes confronté à une autre manière de penser, quelqu'un qui a fait autre chose, qui utilise des librairies que vous n'utilisiez pas forcément ou des manières de faire que vous n'utilisiez pas, se forcer à se dire est-ce que c'est bien, prendre le recul nécessaire, avoir le bon niveau de distance et de challenger les choses, c'est hyper formateur, quoi. Et vous apprenez en une mission de 10 jours, vous apprenez l'équivalent de ce que vous allez apprendre en 1 an en développement, parce que vous allez avoir plein de choses. Et plein de fois, vous auditez des codes, vous trouvez plein de trucs pourris, améliorables, et de temps en temps, vous trouvez un truc dans le code, vous dites « Ah, c'est pas bête d'avoir fait ça comme ça, j'aurais jamais pensé à coder ça comme ça », et ça vous pousse à aller vérifier pourquoi il a fait ça comme ça, est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que ça existe, qu'est-ce que c'est que cette techno, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Et ça, ce challenge, c'est vraiment un challenge qui vous fait beaucoup progresser. Après, je pense qu'il faut avoir la démarche aussi de se remettre en question soi-même. Il ne faut pas être borné en disant « Ok, moi, c'est mes bonnes pratiques, il n'y a que ça qui existe ». Et ouais, c'est un peu comme tu disais, Philippe, c'est que tu t'abreuves de tout le code qui a été produit, des années d'expérience du développeur. Et il y a du bon et il y a du moins bon. Et le moins bon, il faut aussi essayer de se challenger pour se dire « Est-ce que c'est vraiment moins bon ? Est-ce que ma façon de faire, c'est vraiment la meilleure ?» Et c'est ce qui est aussi le plus intéressant, je trouve.
Ouais, puis comme le dit Arthur, il y a un truc hyper intéressant dans ces missions-là, c'est qu'on n'a pas toujours accès à tout. C'est-à-dire on n'a pas toujours l'information, c'est-à-dire au mieux on a le code et des fois on n'a même pas l'assistance du développeur et tout ça, donc c'est un peu le royaume de la débrouille pendant un moment. Et du coup ça vous force à remonter d'un niveau théorique, de dire ce à quoi je m'attends, est-ce que je peux aller le valider, poser des hypothèses, aller chercher. Et ce travail-là, il est hyper pédagogique. Et je pense que tous ceux qui ont fait des audits sur cette table, bah, ils en ressortent en ayant progressé de dingue par rapport à leur vision qu'ils en avaient avant. Ouais, ça t'ouvre l'esprit finalement l'esprit, et ça contribue à ton évolution. Puis même en tant que développeur, après quand tu reviens à coder, t'es meilleur. Ouais, Du coup, tu sais... Déjà, tu feras logiquement plus les erreurs que tu as vues dans ton audit de code ou tes audits de pair. Et oui, je pense qu'il n'y a pas plus formateur en informatique que voir le code des autres et apprendre. Tu disais, Philippe, là tout à l'heure, il y a des choses des fois que tu vois effectivement qui sont peut-être des fois qualifiées de pourries. C'est quoi les choses les plus étonnantes que tu as déjà vues dans un audit de code? Il y a souvent des fois où je regarde un truc et je me dis soit c'est du pur génie, soit c'est de la pure connerie. Et après, souvent, on s'aperçoit que c'est de la pure connerie, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu des trucs complètement dingues? Bah, si, j'en ai un que je cite très souvent, j'ai un client qui a réussi à faire en sorte que ce soit la base de données qui appelle le code applicatif. Donc ça, c'est quand même un renversement de priorité. Alors, c'est du génie ou pas? Bah non, c'est de la connerie, ouais. Au début, j'ai eu un moment où je me disais, puis en fait, non, c'est stupide. Et souvent, j'ai aussi le classique, c'est des gens qui réinventent la roue. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils vont faire mieux que leur framework de développement alors qu'ils t'inventent une usine à gaz. Et généralement, c'est embêtant parce que c'est des gens qui ont souvent un niveau technique assez fort parce que pour faire ça, et plus vous avancez, il faut un bon moment pour vous dire, mais en fait, c'est vraiment stupide. En fait, voilà. Et ça, c'est vraiment un classique de se dire, les gens qui ont réinventé la roue, ça, c'est vraiment ça. Mais ouais, dans les pépites, j'en ai plein, mais je les oublie parce qu'il faut avancer. Ouais, parce qu'il faut avancer. Et puis moi, je suis pas du genre le but, c'est pas de critiquer, quoi. Mais sur chaque application que j'ai vue, il y a toujours un endroit où on se bidonne, entre guillemets, et on se dit, ça, c'est vraiment pas le plus malin qu'on ait jamais vu, quoi. Enfin, je sais pas si Thomas, t'as des pépites aussi que t'as trouvé dans les codes, mais... c'est ce que tu disais, les gens qui essayent de réinventer la roue. Moi, j'ai eu des cas sur des requêtes SQL, même pour faire une requête de base, ils récupèrent une ligne, ils ramènent la terre entière parce que il a essayé de reconstruire à sa façon les requêtes et puis ça marche pas du tout, quoi. Après, on a des trucs magiques pour les amateurs de Java. J'en ai qui m'ont réinventé le toString ou qui te réinventent. Moi, j'ai des gens qui ont encapsulé les méthodes genre trim pour le savoir ce que ça supprime les caractères, les espaces avant-après. Et il y en a qui ont réencapsulé la méthode trim en se disant si un jour je veux changer son comportement, je pourrais. Et là, tu te dis, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, pourquoi? À quoi ça sert? Écoute, après, chacun ses pratiques, comme on dit. Bon, merci en tout cas à tous pour du coup nous avoir un petit peu éclairé sur ce sujet. Alors d'habitude, on fait à ce moment-là du podcast, on fait un coup de gueule. Le précédent, pour ceux qui l'ont écouté, le précédent podcast qu'on a fait, on a lâché beaucoup trop de coups de gueule sur toutes les technologies. Donc on a décidé de vous épargner aujourd'hui. On va se focus uniquement sur un coup de cœur. Coup de cœur. Et c'est Philippe aujourd'hui qui voulait nous parler d'un sujet. Alors, je vais faire un coup de cœur malgré moi. Parce que c'était pas une techno que j'affectionne particulièrement. On a récemment eu à travailler sur .NET avec Nathan ici présent et on a travaillé sur des fuites mémoire. Et depuis toujours, je trouvais que les outils d'analyse .NET n'étaient pas au niveau de ceux qu'on avait sur Java. Et on a récemment utilisé donc Purview, qui est un outil qui est fourni par Microsoft, mais on a un peu poussé Purview dans ses retranchements et aller chercher vraiment en détail ce qui était dedans. Et il se trouve qu'on a trouvé des choses assez intéressantes et que cet outil, même si l'interface date du XVIIIe siècle, non, franchement... Si, je suis d'accord. C'est une interface... on a réussi à trouver des choses très intéressantes, typiquement des appels au garbage collecting qui étaient déclenchés depuis le code et compagnie. Et on avait vraiment un nombre de données très pertinentes et très intéressantes à analyser. Et moi, je fais un bon coup de cœur sur Purview en disant, bon, il va falloir rentrer dedans, les gars, et c'est un peu compliqué, mais cet outil a de la valeur. Et meilleur que les outils que tu trouves en Java ou pas? Non. non, c'est pas, je trouve ça bien moins bien, mais il y a quand même un bon nombre d'informations, donc je fais un big up à tous les gens qui voudraient, et renseignez-vous sur comment fonctionne la mémoire dans vos langages de programmation, en particulier dans tout ce qui est l'univers .NET. Il y a des choses très intéressantes à gratter. On fera vraiment écouter ce podcast à Quentin. Ouais. Il va être fou d'entendre ça. Merci du coup Philippe pour ce coup de cœur. On va passer à l'actu des techos.
Théo? Du coup, aujourd'hui, donc, 2 actualités venant de la CNIL, qui a été plutôt efficace ces derniers jours. La première, c'est une recommandation pour tout ce qui est site web soumis à un contrôle d'âge. Elle propose de passer par un tiers externe pour un login, pour une connexion, et pour être sûr et certain de l'âge actuel de la personne. Donc, ça serait en passant tout ce qui est par banque ou fournisseur de factures ou ainsi de suite, et pour revenir au site original. Donc, on peut rapprocher ça un peu avec les authentifications externes ou les 2FA. Mais voilà, donc normalement, le tiers n'aurait pas accès au site visité, mais ça pose quand même quelques questions de confidentialité et de pratique technique. Une deuxième information de la CNIL, c'est donc qui a stoppé l'injonction contre Meta, donc la société principale de Facebook et Messenger, qui ne laissait pas la possibilité de refuser les cookies et qui ont pris donc actuellement une amende de 60 millions d'euros. Une de plus. Une de plus, et une certaine somme par jour. Et du coup, s'ils ont rejeté l'injonction, c'est qu'ils portent plus plainte, ça? Non, c'est qu'actuellement, Facebook a autorisé les cookies uniquement obligatoires aussi facilement que les cookies externes, on va dire. Et une petite dernière info, c'est sur AWS, Cloudscape, donc qui permet de créer des dashboards via des sites web, principalement pour de la gestion de cloud, et qui est maintenant passé open source sur GitHub. Une petite nouveauté qui est On va très... faire un edit de code dessus. C'est à peu près ça. Gratos. Merci Théo pour ces actus. Merci à tous du coup d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Et puis on vous souhaite une bonne rentrée à tous. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.